Bienvenue dans Avec Vanda. Aujourd'hui, je reçois Aurore Nguyen, photographe et vidéaste culinaire. Passée par les plus grandes écoles, les bureaux de L'Oréal à Paris et à Tokyo, c'est en suivant le fil de ses obsessions, la beauté et la cuisine, qu'elle a trouvé sa voie. Mettre en lumière ceux qui nourrissent avec passion. Dans cet épisode, on parle d'identité, d'exigence, de reconversion, mais aussi de pendant et de passion. Bonne écoute! Salut Aurore! Bonjour Wanda! Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Avec plaisir. Les gens qui font, c'est les gens qui écoutent leur cœur, qui passent à l'action malgré les peurs. Et donc, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est exactement pour ça, parce que tu fais partie justement de ces reconvertis, comme moi. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, mais j'admire vraiment ta résilience et ta passion, et à quel point tu l'as mise en place rapidement, et à quel point tu nous fais rêver maintenant avec tes photos, tes vidéos, ta passion des gens et du travail bien fait. Donc voilà, c'est l'objet de ton invitation aujourd'hui. Donc ce que j'aime bien, c'est parcourir toute ta vie pour comprendre comment t'en es arrivée là en fait. Qui était la petite Aurore? Dans quel environnement elle a vécu? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Aurore est une grande photographe et vidéaste culinaire? Est-ce que ça te va? Parfait. Génial. Donc, on va commencer par, disons, de ta naissance à tes 10 ans. On peut même remonter avant ta naissance. Je suis très partante sur les ancêtres, le transgénérationnel et tout ça, tout ce qui peut expliquer qui tu es. Qui étais-tu, ma petite Aurore? Alors, moi, mes parents sont nés au Vietnam et ils ont tous les deux fui la guerre. Ils se sont rencontrés en France. Et donc, moi, je suis née à Paris. Il y a bientôt 40 ans. Et donc, j'ai grandi avec cette double culture où d'un côté, j'avais mes parents qui étaient très tradis, une éducation très austère, très rigoriste. Et d'un côté, la culture française. Donc, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'étais souvent la seule asiatique de l'école, donc j'ai eu droit à tous les Shinto, Shinchong, etc. Et c'est vrai que c'était pas facile de grandir dans un contexte où on a l'impression de vivre à double vitesse, en fait. Où je voyais autour de moi, que mes copains-copines avaient beaucoup plus de liberté et que moi, j'étais un peu cadenassée chez moi. Très tôt, j'ai dû endosser toutes les responsabilités des tâches ménagères, faire la cuisine, faire le ménage à partir de 11 ans. Et puis, tous les mercredis et week-ends, j'aidais ma mère qui était traiteur pour rouler des nems. Donc là, je suis une pro au roulage de nems. Est-ce que ça t'a dégoûté du roulage de nems? Oui, totalement. Non, parce qu'en plus, l'odeur des nems, elle ne part jamais. T'as beau te doucher, elle reste collée à toi. Donc non, je n'en fais jamais, sauf qu'on me demande. Mais donc voilà, j'ai une enfance où j'avais pas mal de frustration, j'étais prise de liberté, et en même temps, mes parents qui avaient fait tellement de sacrifices, mon père qui avait fait la guerre du Vietnam, ma mère qui avait perdu sa mère très tôt, et tous les deux, ils avaient vraiment galéré pour s'en sortir. Et du coup, ils m'ont élevée avec cette volonté de pousser leurs enfants à faire de grandes études. Donc, dans la plupart des familles vietnamiennes, il n'y a que 2 métiers qui sont envisageables, être médecin ou avocat. Ouais. En dehors, pas de salut. Et donc, déjà, quand je suis passée de première S à première L, mon père a perçu ça comme une trahison. Ouais. Et donc, j'ai fait un bac L, et ensuite, j'ai fait une prépa littéraire à Henri IV. Alors, attends, tu vas très très vite là. Ouais. D'accord, ok. Revenons un peu encore dans ta petite enfance. Ouais. Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Ouais, j'ai un frère et une sœur qui sont jumeaux, qui ont 4 ans de moins que moi. Heureusement, ma sœur a réussi à redorer le blason de la famille parce qu'elle est devenue médecin. Okay. Mon frère, non. Lui aussi, s'est un peu reconverti, il est passé du droit au cinéma. Mais voilà, tous les trois... on a été plutôt soudés. Moi, je me suis beaucoup occupée d'eux quand ils étaient enfants. Ouais, est-ce que tu étais justement une mère de substitution aussi? Oui, complètement. Okay. Même mon frère, quand il était petit, il m'appelait maman. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est vrai que c'était un peu confusant pour eux, mais on peut dire que je les ai quand même pas mal élevés, quoi. Et tu disais justement que tu étais la seule asiatique. Vous aviez pas justement, il n'y avait pas une communauté vietnamienne? Non, pas du tout. Là où je vivais, il fallait peut-être 1 ou 2 familles vietnamiennes, mais c'était très dispersé. Et du coup, j'ai pas du tout senti ce côté communauté. Et au contraire, moi, j'ai grandi en rejetant totalement la culture vietnamienne que mes parents... parce que je la trouvais vraiment arriérée, rétrograde. Ah ouais. Pour moi, je rejetais ça en bloc.
Et en fait, dès l'entrée en maternelle, mes parents adorent dire que quand j'étais petite, je parlais vietnamien. Bon, après, jusqu'à 3 ans, je pense pas qu'on a un vocabulaire très large. Mais j'ai vite bifurqué. Et dès que je suis entrée à l'école, en fait, j'ai parlé français immédiatement. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, mon père, à ma naissance, a eu la très bonne idée de me donner un prénom vietnamien imprononçable. Parce qu'en plus de mon nom de famille Nguyen, qui ne se dit pas Nguyen, mais Nguyen, il y a le Quang, qui est un nom intercalaire, qui est un terme au Vietnam qu'il faut différencier les familles. Et après, j'avais 2 mots pour mon prénom, c'est Dong Phuong. Donc, Nguyen, Quang, Dong Phuong, c'est juste imprononçable et impossible même à épeler. Et donc, quand je suis arrivée à l'école, les maîtresses ont supplié mes parents de me donner un prénom. C'est grâce aux maîtresses, quoi. Eux, Exactement. Ils se rendaient pas compte. Exactement. Et en fait, mon oncle était là. Et en rigolant, il dit, pourquoi on l'appelle pas comme la princesse à la Belle au bois dormant? On l'appellerait pas Aurore. Bon, heureusement, c'était pas Cendrillon. mais du coup, voilà, Aurore est restée. Mais pendant très longtemps, c'était pas officiel. J'ai demandé à changer. Sur tes papiers. Non, j'ai demandé de changer de prénom peut-être quand j'avais 30 ans. Donc, pendant très longtemps, ça posait des problèmes, quand on me réserve des billets d'avion, etc. Personne ne savait qu'en fait, Aurore n'était pas mon vrai prénom. Ah, c'est dingue. Merci aux maîtresses, alors. Exactement. Et est-ce que, du coup, il y avait cette histoire de nem, mais est-ce que la nourriture était importante pour toi à cette époque-là? Je pense que dans toutes les familles vietnamiennes, il y a cette obsession de la bouffe. Je pense que c'est un sujet qui est très récurrent. Il y a toujours un débat pour savoir qui est la tata qui cuisine le mieux, qui a la meilleure recette. Je pense que comme pour les Français, c'est vraiment un sujet qui revient. Et oui, les parents vietnamiens, on sait qu'ils sont très pudiques et qu'ils n'expriment pas très facilement leurs sentiments. Et souvent, leur manière à eux de nous prouver notre affection, c'est en nous donnant à manger, en étant sûr qu'on n'ait pas faim. Ouais. Donc, je pense que ça passe beaucoup à travers ça. Ok. Et est-ce qu'il y avait des plats que tu préférais ou des desserts? Je sais pas, quand j'étais petite, j'étais comme mes filles, je pense pas que j'étais une grosse mangeuse. Mais bizarrement, en grandissant, c'est là que j'ai eu une certaine nostalgie pour des plats que j'aimais pas forcément, en fait. Ouais, qui faisaient partie de toi finalement, mais que tu rejetais quand tu étais plus jeune. C'est ça. Et comme tu as un rapport au beau vraiment et à l'art, maintenant que je te connais, est-ce que plus petite, tu avais déjà cette créativité ou cet attrait? Est-ce que tu te souviens de ça? Ou qu'est-ce que tu rêvais de faire quand je pense que quand j'étais plus jeune, peut-être pas enfant, mais adolescente, j'étais attirée par la littérature, j'étais attirée par tout ce monde artistique. Mais je sais que j'aurais freiné ces pulsions-là parce que je savais que c'était très difficile de pouvoir avoir une carrière, de vivre de ça. Pour le coup, mes parents étaient très pragmatiques et pour eux, il fallait vraiment que j'arrive à gagner ma vie convenablement, que tous leurs efforts aient servi à quelque chose. Ouais, donc c'était inenvisageable de toute façon. Ouais. T'avais des rêves de métier ou Alors du coup, mes parents m'ont tellement stressée que très jeune, j'ai voulu savoir ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'ai épluché le dico des métiers au CDI pour trouver quel métier je voulais faire. Et donc très tôt, je pense vers 13 ans, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être chef de produit en marketing. Ah ouais. Très bizarre. Mais en fait, tu savais déjà ce que c'était à 13 ans. Exactement. Parce que j'avais vraiment bien étudié tous les métiers qui étaient possibles de faire. Et en fait, je trouvais ça hyper chouette d'avoir une idée de concept et d'après pouvoir travailler avec plein de personnes différentes pour qu'un produit naisse. Donc en fait, c'est un peu curieux, mais ouais, j'ai fait une première L et une prépa littéraire, en sachant pertinemment que j'allais faire une école de commerce après pour faire du marketing. Donc à l'époque, j'étais un peu regardée comme un mouton noir, parce que c'était évidemment pas très valorisant de faire une école de commerce pour les cagneux, les hippocagneux. Mais au final, je pense que c'était une bonne décision. Et du coup, tu as fait quelle école ensuite? Alors, j'ai fait une prépa littéraire et ensuite, quand j'ai passé les concours, j'ai voulu privilégier le cadre de vie, ce qui était une erreur terrible. Et je suis allée à Audencia, l'ESC Nantes, qui n'est pas une école horrible non plus, mais voilà. Et donc, quand je suis arrivée en école de commerce, j'ai détesté, j'avais l'impression de rien apprendre. Ah, merde. Donc, j'ai essayé de faire le maximum d'échanges à l'étranger possible. Donc, j'ai fait un Erasmus en Espagne à Bilbao et un échange à Canton en Chine. Ah, génial. Ouais. Waouh. T'as les expériences dans ces 2 endroits. Est-ce que, moi, je pense tout de suite à la gastronomie. Pour moi, la gastronomie cantonaise, c'est la meilleure en Chine. Bilbao, on connaît tous ces restos incroyables. Est-ce que ça a été une ouverture? Oui, effectivement, c'est vrai que j'avais jamais vu cet angle-là. Mais je pense qu'il y a eu plein de pierres dans mon cheminement, dans ma vie, qui ont fait que la gastronomie s'est imposée comme une évidence. Effectivement, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien manger, mais c'est pas une obsession comme maintenant. Et effectivement, quand je repense quand je suis arrivée à Canton,
En fait, on était sur un campus universitaire et ça fourmillait de restaurants autour. Et je me rappelle qu'il y avait un énorme restaurant où, en fait, tous les week-ends, ils sortaient toutes les boîtes de dim sum. Et il y avait des centaines de boîtes de dim sum dehors où, en fait, on pouvait tout soulever, prendre ce qu'on voulait. Enfin, c'était vraiment un paradis quand j'y repense. Et donc, je pense que, Canton, c'est la région de la Chine la plus reconnue pour sa gastronomie. Donc, je pense qu'il y a eu ça qui a commencé à créer un terreau fertile. Et ensuite, l'Espagne, le Pays Basque, c'est aussi la région la plus connue pour la gastronomie. C'est là où il y a le plus de restaurants étoilés en Espagne. Est-ce qu'il y en avait autant déjà à l'époque, il y a 20 ans ? Ouais, il y en avait déjà pas mal. Et du coup, moi, j'étais à Bilbao. Et c'est vrai que j'avais aucune idée de ce que c'était que les barrapinchos. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, c'est des plats gastronomiques en version miniature. Et déjà, à l'époque, quand mes camarades voulaient aller au Burger King, je leur disais, mais venez, on peut faire plutôt des pinchos. Enfin, j'essayais déjà de convaincre les gens d'aller faire quelque chose de mieux. Et du coup, oui, toutes ces expériences-là, ça a fait que je me suis découvert un attrait quand même pour la gastronomie. Et voilà, en Erasmus, quand il fallait organiser des repas où chacun devait faire un plat de son pays, c'était toujours moi qui étais appelée à la rescousse pour dépanner sur des pays que je ne connaissais pas. Ah ouais, donc tu cuisinais pas mal. Hein. Ouais. Et ça se passait bien à l'école ? Disons que quand on est enfant de parents vietnamiens, on n'a pas trop le choix. Pour le coup, si j'avais pas de bonnes notes, je me faisais vraiment battre littéralement. Donc il fallait toujours que j'ai au minimum 17 sur 20, sinon c'était le fouet, quoi. Ouais, donc, même après 18 ans, quoi. Ouais, j'ai été vraiment élevée pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ouais. Du coup, à la fin de tes études, tu veux toujours être chef de projet marketing ? Ah ouais, moi, mon rêve, c'était d'être chef de projet marketing chez L'Oréal. Je rêvais de pouvoir faire des rouges à lèvres dans cette industrie des cosmétiques. Et du coup, j'ai fait mon cursus en école de commerce et j'ai eu des stages de césure. Donc, mon premier stage, c'était chez Unilever, déjà dans le monde des glaces. Il y avait déjà une appétence. Ah ouais. Et ensuite, chez L'Oréal. Et après ça, j'ai fait aussi un stage de fin d'études chez Nivea. Et à l'issue de mes études, j'ai été prise chez L'Oréal. Donc, tu as réalisé ton rêve direct, quoi. Ouais. Et d'autant plus que même chez L'Oréal, en général, quand on fait du marketing, on commence par l'opérationnel. Donc, c'est quand on est affecté à un pays. Et que, comme le nom l'indique, on est vraiment sur des choses plus commerciales, plus terre à terre. Et moi, je suis entrée directement à ce qu'on appelle la DMI. Donc, c'est la direction de marque internationale. Donc, c'est vraiment le marketing développement. Donc, c'est vraiment les étapes en amont ou vraiment au début de la naissance du projet. Et donc, c'est un peu l'épicentre de toutes les folies l'oréaliennes. Et donc, c'est vrai que c'était une opportunité de dingue de sortir de l'école à 23-24 ans et de tout de suite bosser sur des projets de grande ampleur où, en fait, j'avais une idée de produit, c'était lancé à des millions d'exemplaires en Asie. C'était quel produit, par exemple ? Alors, mon premier job, j'étais sur les pays émergents, donc en Asie, et je travaillais sur des lignes capillaires, donc tous les shampoings Elseve. Et donc, on lançait des gammes de shampoings spécifiques pour l'Asie. Waouh. Je suis subjuguée par le fait que tu aies réalisé ton rêve direct, que ton premier métier ait été le métier que tu visais. Après, mon vrai rêve, c'était les rouges à lèvres, donc j'ai pas tout de suite été au maquillage. Okay. C'est venu par étapes. Et finalement, j'ai fini par le concrétiser, mais ça s'est fait... Parce que du coup, tu es restée combien de temps chez L'Oréal ? Quasiment 10 ans. Ok. Et donc, comment ça a évolué ? Je sais que tu es partie à l'étranger aussi. Oui, donc mon but ultime, c'était de vivre à New York, parce que c'est une ville que j'adore. Et donc, comme je voulais vivre à New York, j'ai postulé pour la marque Maybelline New York, dont le siège était à New York. Et ça se passait très bien, et tout me promettait que j'allais partir à New York, c'était acté, etc. Et finalement, vu qu'on ne donne jamais ce que tu veux, j'ai fini par avoir une proposition pour aller à Tokyo. Ah ouais, ce qui, avec le recul, n'est pas plus mal. C'est clair. Et donc, j'ai travaillé sur la marque Maybelline à Tokyo pour développer des produits de maquillage pour l'Asie. Dont le rouge à lèvres. Pas encore. Là, j'étais sur le maquillage, mais c'était pour les yeux. Donc, c'était des produits pour les sourcils, des mascaras, les yeux. Et t'as vécu combien de temps, du coup, à Tokyo ? De 2015 à 2017. Waouh. Et j'ai eu mon premier bébé là-bas. Incroyable. Ouais. Comment ça se passait, la vie là-bas ? Au travail, c'était pas très différent de ce qu'on vivait en France parce que mon boss était français, l'équipe était très internationale. Donc, on peut pas dire que j'ai eu le vrai choc culturel de travailler qu'avec des Japonais.
Après, je travaille quand même avec le marketing opérationnel japonais, donc j'ai quand même un peu vu quelques différences. Ouais, est-ce qu'il y avait... Moi, j'ai toujours le livre d'Amélie Nothomb en tête sur justement toute cette hiérarchisation et tout ça à l'extrême. Oui, c'est vrai que c'est très hiérarchisé, que pour valider quelque chose, il faut avoir l'aval de 40 000 personnes. Et le problème, c'est que la prise de décision, elle est très compliquée. Donc, les choses prennent beaucoup de temps parce que les gens n'osent pas dire non, ils n'osent pas donner une réponse franche. Donc, quand on a l'impression que tout roule, en fait, ça ne roule pas. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression de perdre beaucoup de temps. Mais bon, voilà, c'était pas très différent de ce que je vivais en France en termes de mentalité de travail, etc. Donc, voilà. Est-ce que tu parlais japonais ? Non, pour le coup, on parlait qu'en anglais. Ce qui fait que mes cours de japonais n'ont pas beaucoup servi, malheureusement. Ah, t'en avais fait ? Obligé. On est obligé de prendre des cours de japonais. Okay. Après, c'est une langue qui est quand même tellement complexe que vraiment, il faut s'y mettre à fond pour pouvoir y arriver, quoi. Non, j'imagine. Et là-bas, pareil, est-ce que la gastronomie t'intéressait ? Est-ce que t'as commencé à parcourir le Tsukiji Market Là, pour le coup, il y avait déjà eu une petite mutation. Okay. Parce que quand je venais de commencer chez L'Oréal... mon frère, pour mon anniversaire, peut-être pour mes 24 ans, m'a invité dans mon premier 3 étoiles. Donc, mon frère dira souvent que c'est grâce à lui que j'ai fait cette reconversion. Mais c'est un super cadeau, hein ? Tout à fait. Mon frère, si tu m'écoutes... Mais oui, je m'attendais pas du tout. Il me dit, voilà, pour ton anniversaire, je t'emmène dans un restaurant et tout. Et je me rappelle, on avait pris le métro, blablabla, et puis on arrive au champ, et en fait, c'était au Balzac. Donc... Voilà, le restaurant de Pierre Gagnère. Et moi, comme je suis née en décembre, c'était le menu de Noël. Donc, c'était vraiment la farandole des plats mythiques, traditionnels de Noël. Et ça avait été vraiment incroyable. Bon, après, il y avait tellement à manger que j'étais vraiment très mal en sortant. Et je crois que c'est souvent au Balzac. Moi, ça m'avait fait la même chose. C'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un déclic à ce moment-là. Et après, c'était devenu un petit rituel entre nous. À chaque anniversaire, on s'invitait mutuellement dans des restaurants étoilés. Waouh. Et un restaurant qui nous est rêvé à l'époque, c'était l'Astrance. Parce que Pascal Barbeau, pour moi, c'était le chef le plus inspirant, le plus curieux, quelqu'un qui était vraiment en cuisine, qui inspirait plein d'autres cuisiniers. Donc voilà, pour moi, Pascal Barbeau, c'était vraiment le dieu. Et en fait, j'avais rencontré donc mon ex-mari qui était sommelier à l'époque de l'Astrance. Et juste en sachant que c'était le sommelier de l'Astrance, ça avait suffi à me séduire. Ouais, tu m'étonnes. Sésame, ouvre-toi, quoi. Et du coup, quand on est parti au Japon, on était partis ensemble. Ok. Donc lui, il avait quitté son job à l'Astrance et du coup, il profitait de la vie. Il n'était pas sommelier là-bas au Japon ? Non, parce que quand on parle pas japonais, c'est très compliqué. Ah oui, c'est clair. Donc non, il menait la belle vie, il avait rencontré tout le monde, tout l'univers du F&B là-bas, c'était génial. Ah, incroyable. Et quand tu parles justement de Pascal Barbeau et tout, à l'époque, t'es pas dans la bouffe, donc comment tu sais que c'est un dieu ? Comment tu sais tout ce qu'il a vécu Parce que je pense qu'on a toujours eu, mon frère et moi, un côté un petit peu geek. C'est que quand on s'intéresse à quelque chose, on aime bien... aller fouiller à fond dans le sujet. Moi, je suis très quelqu'un qui a des lubies, qui va s'intéresser à un truc, à vouloir tout connaître, et après, je passe à autre chose. Et voilà, quand on essayait de regarder tous les 3 étoiles qu'il y avait à Paris, c'était celui qui nous inspirait le plus. Ouais. Donc, tu étais déjà abonné peut-être à des médias ou tu regardais des émissions culinaires ou des choses comme ça ? Oui, à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources que maintenant, mais il y avait quand même quelques guides qui pouvaient nous aider à nous orienter. Ok. Ouais, donc il y a vraiment cette même passion avec ton frère qu'il n'y a pas forcément avec ta sœur ? Ma sœur, moi. Ouais, okay. Ma sœur, elle aime bien manger, mais jamais elle irait mettre des centaines d'euros dans un menu, quoi. Ouais. Ok. Donc Tokyo, ça dure 2 ans. Ouais. Donc t'as ta fille en plus là-bas. Du coup, elle est japonaise ? Non, parce que le droit du sol n'existe pas au Japon. D'accord. Donc, mais là, elle est quand même née à Tokyo. Ouais, c'est clair. Tu reviens en France ? Ouais. Pour une raison en particulier ou ça se passait plus très bien parce que j'avais un boss avec qui ça se passait pas bien. Et puis, mon ex-mari commençait à s'ennuyer un petit peu, à tourner en rond. Et puis, bon, quand on a un enfant, on aime bien être proche de la famille quand même. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de revenir. Ok. Et donc là, tu restes chez L'Oréal ? Alors, je reviens chez L'Oréal, mais à ce moment-là, les conditions sont pas très favorables pour moi. Je passe plein d'entretiens pour des trucs intéressants, mais on me juge soit pas assez senior, soit trop spécialisé dans le make-up, et du coup pas apte à faire du haircare. Enfin, il y a plein d'excuses qui font que ça ne se concrétise pas.
Et au final, j'atterris dans un poste où j'évolue pas du tout, où je refais la même chose qu'avant. Et pour le coup, c'était pour travailler sur des rouges à lèvres. Ah mais qui n'était pas passionnant. Mais en fait, je prends le poste et après le premier jour, je me dis que c'est pas possible. Enfin, mon binôme, c'était une stagiaire qui était à Tokyo. Mon N+2, c'est un mec qui avait commencé en même temps que moi, stagiaire chez L'Oréal. Enfin, je me sens pas du tout à ma place. Et d'autant plus qu'avec un enfant, je me dis que c'est plus possible parce que ça cravache quand même pas mal en termes d'horaire. Et je me dis, c'est pas possible. Enfin, je peux plus faire ça, quoi. Du coup, arrêt maladie, grosse période de doute, de remise en question, parce qu'à ce moment-là, l'estime de soi, elle est au plus bas. Ouais, tu m'étonnes. On a l'impression d'être bon à rien, de pas du tout savoir ce qu'on peut apporter au monde. C'était hyper compliqué. Et comment tu fais pour sortir de ça ? Est-ce que tu vois des gens ? Est-ce que tu es accompagnée ou... Pas tant que ça, en fait. Enfin, L'Oréal te met une enveloppe à disposition pour que tu fasses des formations, mais j'étais pas plus accompagnée que ça. J'ai participé à Switch Collective, qui était très inspirant parce que on retrouvait des gens qui avaient les mêmes problématiques que nous. Après, une graine quand même qui avait été semée avant que je parte de chez L'Oréal, c'est que tous les gens qui me connaissaient me disaient « Mais Aurore, tu cuisines tellement bien, t'en connais tellement... Enfin, tu connais tout sur la bouffe, pourquoi tu n'ouvres pas ton resto ?» Et je leur disais « Non, ma mère était traiteur, je sais très bien que c'est un métier horrible, jamais de ma vie, je me lançais dans la restauration. » Et un jour, j'amène des camarades de L'Oréal dans le 13e, donc c'est des collègues expats. Et je leur fais découvrir un restaurant thaï que j'adore. Et ils me disent, mais tu vois, Aurore, sans toi, on n'aurait jamais mis les pieds dans le 13e. On n'aurait jamais choisi ce restaurant, parce que c'est vrai qu'il y en a des centaines dans le 13e. Ouais, c'est clair. Et la carte étant un rallonge, on n'aurait jamais choisi ces plats. Vous aviez pris quoi ? Et c'était quel resto ? C'était un restaurant qui s'appelle Thaï Vienne 2, qui est sur l'avenue de Choisy. Et donc, on avait pris, par exemple, une salade de sèche, on avait pris qui est croustillante. On avait pris un plat qui est pour le coup laotien, qui s'appelle le Nem Tadea, que j'adore. Enfin, plein de plats qui, effectivement, ressortent pas plus que ça. Ouais, carrément. Il faut vraiment connaître pour savoir que c'est vraiment les plats à prendre. Et donc, ils me disent que tu as de l'or entre les mains, il faut que tu en fasses quelque chose. Et donc, je commence à créer des food tours. Et donc ça, c'était il y a très longtemps, c'était en 2013-2014. Ah ouais. Il n'y en avait pas trop encore à l'époque. Est-ce qu'il y avait déjà le No Diet Club ? Non, il n'y avait pas encore. Ah ouais ? Non, il n'y avait pas encore de Diet Club. Et donc, voilà, je commence à monter des tours avec des thématiques différentes. Donc, il y avait un Little Italy dans le 11e, il y avait un Tokyo Eat dans le 5e. Et justement, lors de ce food tour Tokyo Eat, j'ai un copain d'école de commerce qui me dit « Mais tu sais, Airbnb, ils cherchent des gens qui ont un profil similaire au tien, qui ont une passion à partager, tu devrais les contacter. » Et donc, c'était les prémices des Airbnb Experience. Donc, j'ai vraiment fait partie de la version bêta. À l'époque, il n'y avait pas de commission. Ah. Et donc, j'ai fait le bon vieux temps. Exactement. Et donc, le week-end, en plus de L'Oréal, je faisais des food tours. Ah ouais. Oui, et avec ta fille en plus, quoi. Non, c'était avant que j'aie ma fille. Ah ouais, ok. Parce que ça, c'était vers 2014 et que ma fille, je l'ai eu en 2017. Okay. Donc, c'était bien avant. Et comment t'organisais tes food tours ? Est-ce que tu faisais des deals avec les commerçants ou Non, pas du tout. Enfin, pour moi, j'étais déjà contente qu'ils acceptent de recevoir un groupe qui allait envahir leur magasin. Et moi, j'avais tellement envie de les aider que, en fait, j'étais contente de les payer, quoi. Donc, ouais, donc est-ce que tu gagnais quelque chose au final ou... franchement, c'était plus une sorte de passion que je partageais. Ouais. Je ne gagnais pas des milliers des cents. Et même encore aujourd'hui, je fais quelques food tours pour dépanner, faire plaisir aux gens, mais c'est pas vraiment un oui, c'est vraiment pour le plaisir, quoi. Exactement. Et donc voilà, j'ai découvert que j'adorais partager mes découvertes, que quand je trouvais une pépite, je voulais que le monde entier soit au courant. Et en fait, ce motto-là, ça a été ma ligne directrice qui m'a poursuivie jusqu'à maintenant. Et donc, à propos de la photo culinaire, comment j'ai eu le déclic, c'est que je suivais sur Instagram Élise Dumas, The Pineapple Chef, qui est photographe et styliste culinaire. Et j'ai vu qu'elle proposait un workshop d'une journée avec une autre photographe qui s'appelle Betty Binon. Et donc, j'avais encore de l'argent de L'Oréal, donc je participais à ce workshop. Et tu avais déjà la photo en tête à ce moment-là ou je suis arrivée au workshop avec un appareil photo de mon ex-mari que je n'avais jamais manipulé. Je ne savais même pas comment il fonctionnait. Et c'était juste par curiosité Ouais, et vraiment, quand à la table ronde du début, on se présente et on dit pourquoi on est là. Moi, vraiment, déjà à l'époque, je leur disais, mais parce que moi, ma passion, c'est de découvrir des restos, des adresses et de mettre en lumière leur travail. Donc moi, j'ai envie d'être photographe pour pouvoir sublimer leur travail.
Et donc, ce workshop, c'est vraiment une expérience life-changing parce que je me rends compte qu'il y a des gens, leur talent, c'est d'associer la food et la beauté, ce qui était un peu l'histoire de ma vie. Et qu'ils arrivent à construire des univers, des ambiances pour vraiment mettre en valeur un produit. Et voilà, je trouve ça hyper beau et enfin, je suis ébahie par le talent de Betty, par sa générosité, par sa créativité. Enfin, et je me dis, mais waouh, c'est exactement ce que je veux faire. Et donc, à partir de là, je participe à d'autres workshops. Mon ex-mari qui avait besoin de pack shots de ses bouteilles de vin demande à un pote de faire un shooting et on voit que c'est hyper cher. Et je lui dis, bah, écoute, achète-moi l'appareil et moi, je te fais les photos gratos. Donc, c'est de là que je m'équipe. Wow. Et comme mon ex-mari était quand même pas mal connecté au milieu de la restauration, bah, je commence à faire des photos pour Sylvain Sandra chez Fleurs de Pavé. Ah ouais. Et de fil en aiguille, je fais d'autres shootings pour Léonie notamment. Et puis sur LinkedIn, en fait, je suivais les actus d'une agence de communication spécialisée dans la gastronomie qui s'appelle Divinementiel. Et à un moment donné, je vois qu'ils disent, voilà, vous êtes freelance, contactez-nous pour qu'on puisse bosser ensemble. Et donc, dans un premier temps, j'entre chez Divinementiel en tant que photographe culinaire freelance. Ok. Alors, juste, j'aimerais refaire un petit rewind. Parce que je connais beaucoup de gens, justement, qui ont peur de se reconvertir, notamment, en plus, dans des métiers un peu artistiques et tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu fais switch, quand tu vas à ce workshop et tout, quand tu décides d'être photographe culinaire, est-ce qu'à ce moment, tu as des peurs, tu as des doutes? Ah, mais bien sûr. Ah bah, je ne suis que doute, en fait. J'ai vraiment ce syndrome de l'imposteur, d'autant plus que, en fait, j'ai toujours cette honte de ne pas maîtriser vraiment techniquement la photographie, de me dire que, voilà, je n'ai pas été dans une école, que je fais tout un peu au feeling. Et puis après, bon, j'ai rencontré des gens bienveillants qui m'ont dit, mais en fait, on s'en fout de la technique, ce qui compte, c'est le résultat, et si tes photos sont belles, c'est ça l'important. Donc voilà, et puis bon, après, justement, le fait de bosser dans cette agence-là, ça m'a aidé à construire cette confiance en moi. Ok. Mais si, au début, c'était affreux, quoi. Je n'osais rien poster sur les réseaux parce que je trouvais que c'était pas assez beau. Je me posais mes questions. Ouais, parce que c'est vrai que quand je t'écoute, que tu as enchaîné justement entre le packshot, Sylvain Sandra et tout ça, enfin, on se dit, mais waouh, ça a cartonné tout de suite et tout. En fait, non, derrière, enfin là, c'est ce qu'on raconte, mais derrière, ça demande aussi quand même beaucoup de résilience et beaucoup de, ok, on y va, même si on n'est pas sûr, quoi. Ouais. Et j'imagine qu'il y a aussi une peur financière à ce moment-là. Tout à fait. Bah, d'autant plus que, en fait, quand j'étais à Tokyo, bah, c'était moi qui subvenait aux besoins du foyer. Quand on est rentré à Paris, mon ex-mari se lançait dans son business. Mais c'était quand même moi qui étais la principale source de revenus. Ah ouais. Donc là, vous devenez deux entrepreneurs, quoi. Ouais, exactement. En sachant que lui, son business n'était pas encore vraiment mature. Donc c'est sûr qu'il y avait ce gros doute, surtout quand on a un enfant. Et en plus, avec le Covid, pendant le Covid, j'ai eu mon deuxième bébé. Donc c'est sûr qu'il y a tout ça. Après, en France, on a quand même la chance que Pôle emploi existe. C'est quand même voilà, un bon matelas de secours pendant 2 ans pour pouvoir prendre ce virage. Mais ça me semblait assez évident, en fait. C'est que ça a été à la fois rapide et à la fois douloureux, mais rapide parce que je pense que j'avais ça en moi. Enfin, je pense que toute ma vie, justement, chez L'Oréal, j'avais habitué mon œil à essayer de trouver le beau, de rendre les choses les plus esthétiques possibles. Et la food, je la portais aussi toujours en moi, quoi. Ouais, donc c'était évident. Ouais. Et par rapport à ta famille, justement, qui t'a toujours dit, qui vous a formé pour être des médecins, des avocats ou tout ça, qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là ? J'en ai pas trop parlé avec eux. Je pense qu'ils étaient un peu inquiets. Enfin, mais bon, en même temps, même quand je travaillais chez L'Oréal, je pense que mon père, il pensait que j'étais la petite vendeuse qui est dans les supermarchés pour faire la promo des... Voilà. Donc, je pense que même quand j'étais chez L'Oréal, ils comprenaient pas trop ce que je faisais. Non, ils étaient un peu inquiets. Et même encore aujourd'hui, quand mon père il me dit, mais ça va, tu gagnes ta vie, il te paye quoi, 60 €? Enfin, mais bon. Ouais, mais ça t'a pas trop impacté, tu y vas. Ouais. Ok. Donc là, tu rencontres l'agence Divinementiel. Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà, au début, je m'occupe de faire tous les shootings photos. Et puis, comme c'est une toute petite agence, je me rends compte que très vite, je suis appelée à faire du community management. Alors qu'à la base, je n'y connais rien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, le community management, c'est de gérer les réseaux sociaux. Donc, gérer par exemple les comptes Instagram, Facebook.
Et ensuite, je me retrouve à faire aussi des RP, alors que je ne considère pas du tout que c'est mon métier. Et les RP dans la bouffe, du coup, à quoi ça correspond? Donc, c'est les relations presse. Donc, ça veut dire qu'on va entrer en contact avec des journalistes pour faire parler des restaurants et espérer déclencher une parution pour que le restaurant gagne en notoriété et qu'il soit rempli. Et tu travaillais pour combien de restaurants à cette époque? Ça fluctuait beaucoup, mais je sais pas, j'avais peut-être un portefeuille entre 5 et 8 clients. Ouais, ok. Ouais, donc pas mal de taf finalement. Ouais. Oui, et puis comme c'était vraiment une microstructure, je m'occupais des devis, de la facturation, de faire les recos. Enfin, vraiment, il y avait quasiment rien que je ne faisais pas, quoi. Mais au moins, c'est vachement formateur. Ouais, tout à fait. Tu bossais avec des restos que tu appréciais ou en fait... Pas forcément, pas forcément. Enfin, j'ai quand même eu 1 ou 2 restaurants coup de cœur que j'ai vraiment aimé aider. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pris goût aux relations presse. Mais en général, pas trop. Ok. Donc ça dure combien de temps, Divinementiel? Je suis restée 3 ans. Ok. Donc là, on est d'accord que tu l'as commencé après le Covid, c'est ça? Oui, c'était après le Covid. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Au bout de 3 ans chez Divinementiel, où j'ai l'impression de ne pas apprendre grand-chose et où, les gens qui me connaissent me disent « Mais on s'en fout Divinementiel, on te connaît toi, Aurore, vol de tes propres ailes, tu es tout à fait capable. » Je décide de quitter la boîte et de me mettre à mon compte. Donc, tu as toujours besoin, finalement, que les autres t'encouragent à le faire pour déclencher... Ouais, après, je pense qu'à ce moment-là, le syndrome de l'imposteur, il était quand même... Et c'était un peu plus éteint. J'avais réussi à avoir des résultats, que ce soit... je savais que mes photos plaisaient, je savais que j'étais capable de gérer un compte, je savais que... Même dans les relations presse, j'étais capable aussi de décrocher des belles parutions. Donc, à ce moment-là, je me sentais quand même assez mature pour pouvoir faire les choses comme je voulais. Ouais, donc finalement, on se rend compte que c'est en faisant que ce syndrome de l'imposteur part, quoi. Mais tout à fait. De toute façon, moi, le premier conseil que je donne aux gens qui veulent faire de la photo culinaire, c'est qu'il faut s'entraîner, en fait. Ouais. Il faut faire, c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. Et en fait, plus on fait et plus... on est à l'aise et puis on acquiert des compétences, on sait exactement ce qu'il faut faire et voilà quoi. Ouais. Et tu avais un bon relationnel aussi, j'imagine, parce que entre faire les RP, bosser avec les restaurateurs et tout ça, tu étais à l'aise. Oui, parce que en plus de faire tout ça, forcément j'étais présente à pas mal d'événements. Enfin, la sphère de la food est quand même assez petite à Paris, on rencontre vite les bonnes personnes et du coup. Je commençais à connaître un peu tout le milieu et je me suis dit, OK, là, je peux vraiment voler mes propres ailes. Donc, est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un client que tu rencontres avant de partir ou... Non, c'est plus une personne qui était en interne qui m'avait un peu insupportée. Et du coup, ça va un peu précipiter mon départ, quoi. OK. Et donc là, est-ce que tu as peur de quitter la boîte et de te retrouver à voler de tes propres ailes? Mon partenaire a un peu peur parce que lui pour le coup il a toujours été en CDI, ça fait longtemps qu'il était dans la même boîte, donc pour lui ça lui paraissait un peu risqué, mais moi je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose. Ouais. Et surtout en fait j'en avais marre d'être dans un quotidien qui me prenait beaucoup de temps. En fait j'avais envie de pouvoir développer plus ma créativité. J'avais envie de pouvoir attribuer du temps à des projets perso. Il y avait plein de choses en fait qui me trottaient dans la tête et je sentais que je pouvais pas le faire en étant dans cette agence-là. Et je me disais, je dédie énormément de temps à faire des trucs de merde qui me font chier. Et je me disais, je veux allouer ce temps à faire des choses qui me passionnent. Ouais. Et en fait, j'avais envie de pouvoir faire des trucs pour mon kiff personnel et bosser sur des projets... plus rémunérateur, mais je sentais que j'avais des projets que j'avais envie de concrétiser, que c'était pas possible que je le fasse tant que j'étais en agence. Ok. Quel genre de projet, par exemple? Par exemple, sur le passage à la vidéo, c'était un passage qui n'était pas très facile au début, parce qu'au début, ça me semblait être une montagne. Non, mais la photo, c'est pas du tout pareil que la vidéo. Ça me semblait impossible. C'était vraiment l'Everest. Et quand, du coup, j'ai quitté l'agence, je me suis dit, écoute, Aurore, maintenant, arrête de reculer. Tu vas prendre les taureaux par les cornes et tu vas te mettre à la vidéo. Et moi qui pensais que je n'aimerais jamais ça, au final, j'y ai pris goût. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, mon univers, j'arrivais aussi à le transposer en vidéo.
que j'arrivais à garder ma patte et voilà. Et comme je le disais depuis le début, ce qui me passionnait, c'était de mettre en avant des talents, de faire connaître au monde entier des gens qui avaient quelque chose de particulier. Et donc, ma première vidéo... Tous, si tu as besoin. Ça va. Ma première vidéo, c'était à la Mirande. En fait, juste après être partie d'Événementiel, on était partis pour les vacances de la Toussaint dans le sud chez ma mère. Qui n'habite pas très loin d'Avignon. Et donc, on avait été à la Mirande et j'avais proposé au chef Florent Pietraval de faire une vidéo. Et je me rappelle que quand je l'ai montée, en fait, vraiment, j'étais toute excitée. Je sentais que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et donc voilà, depuis, ça a été ma passion de faire des vidéos portraits des gens pour qu'on ait qu'on les entende parler déjà et qu'on puisse avoir une petite fenêtre sur leur univers. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de arriver à un peu saisir de la vérité des gens, d'arriver à capter ce qui pouvait vraiment être intéressant à propos d'eux. Et donc voilà, depuis, j'ai continué à faire ça et j'adore. Parce qu'au début, la vidéo, du coup, c'était surtout un besoin ou une demande des autres, mais toi, c'était pas ta volonté propre. Exactement, c'était plus une demande des autres parce que à cause de TikTok, Instagram, c'était mis au format Reels et donc les clients demandaient de plus en plus de vidéos. Ah, c'est dingue. Et après aussi, à l'époque, il n'y avait pas la stabilisation sur les boîtiers, c'était beaucoup plus compliqué, il fallait prendre des stabilisateurs. Enfin, c'est quand même plus compliqué de faire la vidéo avant que maintenant. Et puis bon, comme en plus je voulais que ça soit très esthétique, que ça soit un rendez-vous réflexe, je voulais pas faire des trucs à l'iPhone. Donc c'est vrai qu'au début ça me semblait très compliqué. Oui, parce que tu as une vraie patte en plus. Et je me rappelle très bien de cette vidéo de Florent Pietraval, c'était déjà ta patte actuelle. Enfin, il y a un décorum, il y a une manière de filmer, de faire parler. Tu savais exactement ce que tu voulais à ce moment-là. Tu avais testé ou ça s'est imposé assez rapidement en fait. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours pas dévié de ce schéma-là. Je demande aux gens de se présenter, de décrire un peu leur vision de la cuisine et de parler d'un plat signature. Et c'est vrai que je trouve que c'est un format qui marche bien et j'ai pas trop dévié de ça. Et la lumière et tout, en fait, on reconnaît une vidéo de toi, quoi. C'est ça qui est dingue dès le départ, quoi. Bravo pour ça. Et pour le montage, est-ce que tu as appris toute seule ou comment tu as fait? Ouais, j'ai un peu appris toute seule. Bon, aujourd'hui encore, j'ai des sueurs froides quand j'ouvre Premiere Pro, donc pour le moment, je m'en sors très bien avec des outils un peu plus mainstream. Mais bon, là encore, je suis contente d'être à mon compte maintenant parce que si un jour je me dis ok Aurore, ça suffit, maintenant tu passes à la vitesse supérieure, je sais que si je le veux, je peux me donner ce temps-là. Et du coup, après ta première vidéo et après avoir quitté Divinementiel, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves rapidement des gens avec qui travailler? Ouais, en fait, j'ai eu de la chance dès le départ. J'ai pas eu besoin de prospecter. Les gens sont venus spontanément à moi. Du coup, j'ai commencé à bosser pour l'Arbre à Café, donc une marque de café spécialité. Et très vite, en fait, il y a d'autres personnes qui sont venues et dont je touche du bois. Mais pour le moment, j'ai jamais eu besoin de prospecter. Incroyable. Et comment ça se fait? Comment ils viennent à toi? Ils te découvrent sur Instagram, justement, via tes photos et vidéos? Ouais, je pense qu'il y a du bouche à oreille. Je pense qu'il y a Instagram. C'est une combinaison de plein de facteurs qui fait que les gens me trouvent et tant mieux. Parce que tu as un côté très fédérateur aussi. Déjà, je me demande, est-ce que tu continues les food tours à ce moment-là? Tu as toujours fait les food tours? En fait, maintenant, j'en fais plus du tout la promotion. C'est-à-dire que je prospecte pas. Mais c'est quand même, ça apparaît quand même sur mon profil. Et quand les gens me contactent pour faire une demande de food tour, je réponds positivement avec plaisir. Mais je cherche pas à faire ça à temps plein. D'accord. Je parlais de ton côté fédérateur parce que tu organises pas mal de dégustations chez toi, par exemple. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Pour moi, manger, la cuisine, c'est vraiment le partage. Et puis bon, c'est une vérité aussi, c'est que j'ai souvent les yeux plus gros que le ventre. Et que quand il y a une dégustation, quand il y a par exemple un événement de pâtisserie ou quoi, moi j'ai envie de tout prendre, mais je sais très bien que je peux pas tout manger. Et comme c'est trop bête de jeter à la poubelle ou quoi, je me dis que c'est toujours mieux qu'il y ait d'autres personnes passionnées comme moi qui puissent déguster. Donc c'est vraiment à la base une notion d'anti-gaspi, quoi. Non, mais c'est pas tellement le gaspillage, parce qu'en général, mon copain, il finit tout, mais c'est plus la volonté de partager un moment ensemble, en fait. Et du coup, oui, c'est vrai que pas très longtemps après le Covid, ce que je me rappelle, on avait des masques, on avait fait une dégustation de pâté en croûte.
Il y a toujours des thèmes comme ça, que ce soit du salé ou du sucré. Bon, après, le sucré, s'y prête quand même beaucoup plus avec les pâtisseries. Mais oui, j'adore réunir des gens pour qu'on puisse faire des découvertes ensemble, ou alors faire une sélection de choses que j'ai sélectionnées, que moi j'ai aimé. On fait des dégustations autour de la fraise, on fait des dégustations autour de quelqu'un. Là, par exemple, j'ai une amie pâtissière qui vient de Londres, qui s'appelle Noor Candler. Et elle est à Paris, et vraiment, elle a un talent incroyable. Et là, voilà, on a organisé une dégustation ce dimanche pour faire découvrir son univers. Mais c'est génial, là, tu fais presque des RP, en fait, pour elle. Ouais, complètement. En fait, je le fais presque malgré moi. En fait, c'est que quand je suis passionnée par quelqu'un, je me donne corps et âme parce que je pense que cette personne mérite d'être connue et de réussir. Ouais, et il y en a beaucoup comme ça. Enfin, moi, j'ai en tête Mam from Hanoï ou Café Isaka, qui, je pense, doivent maintenant leur notoriété à toi, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai un peu foulé tout Paris avec ces deux adresses. Mais effectivement, Mam from Hanoï, c'est le seul restaurant que je peux recommander à Paris. Et c'était la première fois que je sentais que c'était différent, en fait, que c'était vraiment un restaurant où les choses n'étaient pas faites comme dans les autres restaurants vietnamiens. Et voilà, j'avais envie de partager cette vision-là de la cuisine vietnamienne. Alors, merci pour tous ces conseils. Mais justement, tu es aussi connue pour être une dénicheuse, justement, pour aller chercher le bon resto, le nouveau coffee shop et tout ça. Est-ce que tu t'en rends compte déjà ? Je pense que oui, parce qu'effectivement, je suis toujours en alerte. Je passe ma vie à sillonner Paris pour découvrir de nouvelles adresses. C'est vrai que... comme tout le monde, je suis toujours avide de nouveautés, de savoir ce qui se passe, de savoir ce qui est dans l'air du temps. Donc j'adore découvrir de nouveaux spots. Et après, comme j'en découvre beaucoup, forcément, je pense que mon niveau d'exigence, il est assez élevé. Donc la plupart des gens, ils vont me dire « Oh, elle est trop chiante, elle aime rien. » Mais bon... Tu es très tranchée. En fait, tu sais très bien ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Mais, et puis, je dis toujours que tout est une question de référence, en fait. Bien sûr. C'est que quand on a parcouru le monde pour aller dans les meilleurs restaurants, qu'on a pu déguster un croissant à Copenhague, Londres, Paris ou je sais pas où, forcément, en fait... on a des référentiels en tête qui sont pas les mêmes. Par exemple, quand on est allé chez Etchebarri et qu'on a goûté une gambas de Palamos, forcément, on devient plus exigeant sur des crevettes. C'est clair. Et donc, voilà, c'est ça qui fait... c'est tout ce bagage que j'ai accumulé au fil des années qui fait que, oui, je peux peut-être avoir des exigences plus élevées que les autres. Et c'est vrai que tu as fait beaucoup de voyages, beaucoup de restos incroyables partout dans le monde. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs pays que tu recommanderais ? Forcément Copenhague c'est un peu la Mecque des foodies parce que il abrite le restaurant qui m'a le plus bouleversée dans ma vie, qui est Alchemist. Évidemment c'est aussi là où il y a Noma, donc voilà, c'est... Alchemist t'a plus bouleversé que Noma ? Alors moi je suis pas allée à Noma, mais mon compagnon y a été 5 fois. Wow. Et d'après lui Alchemist est encore plus... Il a été encore plus subjugué par Alchemist que ces 5 fois à Noma. Ok. Est-ce que tu aurais peut-être un top 5 dans le monde des restos à faire, absolument ? Alchemist en premier, parce que pour moi, c'est une expérience dont on ressort vraiment pas indemne. C'est un art global, en fait, pas que culinaire, c'est aussi visuel, etc. Et ça crée vraiment des émotions incroyables en nous. Après, il y a Asador Etchebarri. On a eu le plaisir de déjeuner ensemble dans le Pays Basque, où là, voilà, la qualité des produits est exceptionnelle et c'est sublimé par la braise, mais avec une finesse et une délicatesse. Moi, je dis que c'est vraiment le Mozart de la braise. Et surtout qu'on ne sait pas combien de temps encore ça va tenir, parce que lui est assez âgé. Et est-ce qu'il y aura une relève ou quelque chose ? Ouais, on ne sait pas. Donc voilà, Asador Etchebarri, c'est sûr que c'est une table qui est extraordinaire. Et après, là en ce moment, j'adore aller à Milan parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle Tripa, qui est la trattoria rêvée, où voilà, les abats, les produits peu nobles sont vraiment sublimés, alors que là-bas, j'aime pas du tout ça. Il les cuisine comment, du coup ? En fait, ils sont tellement bien travaillés, tellement bien cuisinés que vraiment, il arrive à tout rendre délicieux. Et il y a vraiment, Diego, c'est vraiment un cuisinier hors norme, en fait. C'est quelqu'un qui arrive à
à créer des plats dingues à partir de rien. Et vraiment, c'est tout ce que j'aime et c'est devenu mon restaurant préféré en Italie. Et à Paris, évidemment, tu le sais très bien, le restaurant que j'adore plus que tout, c'est Vaisseau, d'Adrien Cachot, parce que voilà, je trouve qu'il a une cuisine singulière qui ressemble à nul autre, si ce n'est lui. C'est une cuisine très engagée, sans compromis, et voilà, qui me parle beaucoup parce que elle te bouscule, c'est totalement inattendu, et voilà, quoi, c'est une cuisine un peu coup de poing. Et tu y as été combien de fois ? Là, j'y suis allée 12 fois, je crois. Ah 12 là là. ou 13. Et c'est ouvert depuis 1 an et demi ? Même pas 1 an et demi, ouais. 1 an et 3 mois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on espère l'étoile, là, pour le 31 mars ? Moi, c'est tout ce que je leur souhaite parce que ça récompenserait vraiment tout leur effort. Et pour le coup, pour moi, l'étoile, c'est une table qui, justement, se démarque des autres par une cuisine singulière. Et je pense qu'il l'a. Après, voilà, le Michelin a certains codes qu'on ne retrouve pas forcément chez Vaisseau, donc je ne sais pas si ce sera possible ou pas, mais pour moi, oui, évidemment que ça vaut au moins une étoile. Ouais, non, c'est clair. Et on parlait au tout début dans ton enfance de justement le fait que tu étais un peu écartée parce que communauté vietnamienne et tout ça. Est-ce que ça a eu un impact petit à petit, justement, quand tu étais chez L'Oréal ou ensuite chez Divinementiel ? Ou est-ce que tu en as fait quelque chose ? Est-ce que tu l'as transformé ? Est-ce que tu as ressenti des rejets et tout ? Ou est-ce que tu en as fait une force ? Disons que, par exemple, chez L'Oréal, je pense que ce qui m'a fait défaut, c'est que j'étais pas quelqu'un de très politique. Alors que je pense que c'est vraiment le skill numéro 1 à acquérir si on veut faire carrière là-bas. Et pour le coup, je pense que les Asiatiques sont pas très forts à ça. En fait, en Asiatique, on est connu pour être assez besogneux, travailleur, ce qui est vrai, mais on n'est pas très fort pour la tchatch, pour bien se faire voir, etc. Ouais. Et donc, je pense que ça m'a fait défaut. Je pensais que tant que je ferais super bien mon travail, ça se passerait bien, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça suffit plus. Donc effectivement, je pense que quand on est d'origine asiatique, on n'est pas perçu comme des leaders, on n'est pas perçu comme comme des gens qui peuvent fédérer. Après, et depuis que je me suis reconvertie dans l'univers de la photo culinaire, pas trop. Et surtout, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Justement, on parlait du fait que tu es très fédératrice, quoi. En fait, je disais tout à l'heure que je pense que l'obsession de la cuisine chez les Vietnamiens, elle est réelle. Et ce qu'on constate en France, et à Paris notamment, c'est que dans le monde de la food, en fait, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont d'origine vietnamienne, qui ont réussi à émerger en tant que journalistes, influenceurs, cuisiniers. Et je pense que c'est pas un hasard, en fait. Si dans toute l'Asie, et je compte aussi même la Chine, il y a autant de Vietnamiens représentés, c'est vraiment qu'en fait, le manger est une obsession chez nous, quoi. Ouais, la preuve, j'ai beaucoup d'invités vietnamiens. Franco-vietnamiens. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, j'en ai au moins 3, là. Ah, d'accord, ok, voilà. Mais, et je pensais aussi au côté politique. Alors, je vois pas ça comme du politique, mais du relationnel. Justement, quand tu vas dans ces cuisines, même à Milan et tout ça, tu parles des chefs par leur prénom. En fait, tu oses aller les voir, tu oses aller leur dire, j'aimerais faire une vidéo et tout ça. Enfin, ça, c'est des choses, justement, j'imagine, quand on est un peu discret ou on veut pas déranger, c'est impossible de le faire. La première fois que tu l'as fait, est-ce que ça t'a demandé de sortir un peu de ta zone de confort ou en fait, ça a toujours été plutôt naturel ? Non, j'ai toujours une petite appréhension. Après Florent Pietraval, j'avais déjà mangé une première fois, j'avais fait des stories, des photos de ses plats, etc. Et on échangeait de temps en temps sur Instagram, donc on se connaissait déjà un petit peu. Mais c'est vrai que parfois, j'ose pas. Par exemple, quand on est allé chez Alchemist, j'osais pas du tout lui demander, parce que Rasmus, c'est le nouveau dieu, quoi, de la cuisine. Et c'est mon compagnon qui a un peu fait un forcing, qui a demandé par mail si c'était possible d'avoir une interview. Et pendant le repas, j'avais redemandé si c'était possible. Et il avait dit que c'était un peu compliqué pendant le service, mais qu'on pouvait revenir le lendemain pendant la fermeture et qu'il nous ouvrait les portes de son resto avec plaisir. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, oui, donc c'est pas forcément simple. Non, c'est pas forcément simple. Ouais. Mais pareil, grâce au soutien aussi ton entourage, t'arrives à y aller. Ouais. Oui, et puis aujourd'hui... Aujourd'hui, je pense que je me pose moins de questions, quoi. Je me dis, écoute, moi, je suis prête à te faire une vidéo gratuite pour mettre en avant ton travail. Take it or leave it. Ouais. Et surtout, à force de l'avoir fait, tu te rends compte que, au pire, on te dira non, mais au mieux, tu auras une vidéo canon. Exactement. Quoi. Et tu pourras le mettre en avant. De toute façon, c'est pour eux que tu le fais. Exactement.
Et est-ce que tu as des projets pour la suite? Est-ce que tu te vois dans 10 ans, 20 ans? Est-ce que tu as des rêves? Je sais pas trop. Enfin, moi, j'ai l'impression. Enfin, déjà, pour moi, aujourd'hui, je fais le meilleur job du monde parce que voilà, je suis payée pour faire quelque chose que j'adore. J'adore shooter, j'adore même faire la post-prod et évidemment, j'adore manger les plats que j'ai shootés après. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire le meilleur job ever. Après, si je pouvais ajouter d'autres cordes à mon arc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'ai une connaissance de l'univers de la restauration assez développée pour pouvoir aller encore plus loin. Par exemple, quand je discute avec des amis cuisiniers, je leur dis « Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu penses pas que ce serait intéressant d'exploiter ça ou ça, d'utiliser tel ingrédient, de t'intéresser à tel territoire ?» Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Londres avec Marius Dufay, qui était l'ancien chef pâtissier du Mirazur. Et il m'a dit « Mais Aurore, tu devrais être consultante. » Et je lui ai dit « Bah oui, je sais. » Donc, c'est vrai qu'en fait, toutes les cordes que je peux ajouter à mon arc pour faire en sorte que ces gens qui ont tellement de talent soient encore plus reconnus, en fait, j'ai envie de pouvoir développer tout ça. Et c'est vrai que ce soit à travers les food tours, que ce soit à travers l'écriture, que ce soit à travers la photo, la vidéo, ou voilà, donner des conseils vraiment pragmatiques sur des directions à prendre, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Ouais, génial. Oui, et surtout, là, je pense au pendant que tu as un peu distillé justement au fur et à mesure auprès de tout le monde pour, goûtez-le et faites des choses avec eux, faites des pâtisseries avec. C'était Anto que tu avais beaucoup challengé justement sur pas mal de pâtisseries. Ouais. C'est vrai que le pendant, c'est une saveur de l'enfance. Donc, pour rappel, c'est une sorte d'herbe, de feuilles qui ressemblent un peu à des feuilles de yucca qui poussent en Asie du Sud-Est comme de la mauvaise herbe. Et en fait, quand on la mixe avec un petit peu d'eau, ça donne un extrait de pendant qui est vert et qui donne non seulement cette couleur verte à la plupart des desserts du Sud-Est asiatique, mais aussi cette saveur très douce, à la fois herbacée et un peu amandée vanillée. Donc parfois, elle est surnommée la vanille d'Asie. J'adore. Et donc voilà, c'est un parfum, c'est un goût qui nous a accompagnés beaucoup dans notre enfance avec les desserts vietnamiens. Et voilà, moi, je suis convaincue que le pendant, c'est le nouveau matcha, qui coûte en plus beaucoup moins cher. Et beaucoup plus accessible au palais. Ouais, parce que c'est pas du tout amer. Et voilà, je trouve que c'est une saveur incroyable. Et c'est vrai que voilà, j'ai un peu distillé ça autour de moi. Après, il y avait déjà des gens qui le proposaient avant même que je sois dessus. Mais voilà, une des raisons pour laquelle j'ai eu un coup de cœur immédiat pour Café Xakas, parce qu'il y avait déjà une glace au pendant que j'ai tout de suite adorée. Donc oui, je suis contente de voir que cet héritage vietnamien, finalement, alors que j'en avais honte avant, je commence à ressentir plus de fierté. Aussi parce que j'ai rencontré des gens de ma génération qui n'étaient pas des blédards ancrés dans les années 80, mais qui vivaient avec une certaine modernité, avec des aspirations proches des miennes. Et voilà, aujourd'hui, dans mes amis, j'ai pas mal d'amis vietnamiens, alors que jusqu'à récemment, j'en avais aucun. Ouais, c'est dingue, hein. C'était un rejet que tu faisais ou C'était à la fois un rejet et à la fois, j'évoluais pas du tout dans cet environnement-là où j'aurais pu rencontrer des Vietnamiens, quoi. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que tu as commencé à faire des recettes, à filmer des recettes sur Instagram. Comment ça a commencé? Dis-moi. Là, pour le coup, c'était en réaction à une recette de François-Régis Gaudry qui s'est attaqué à un monument de la cuisine vietnamienne qui est le porc au caramel, donc le thit kho, qui est vraiment un plat que toutes les mamans vietnamiennes font pour leurs enfants. Enfin, c'est impossible de ne pas manger ça au moins une fois par mois, si ce n'est plus. Et donc, il avait fait une vidéo pour France Inter, et lors de la vidéo, il révèle que l'un des secrets de sa recette que lui a transmis une source très sûre, c'était le citron vert. Je me dis, mais ça me paraît bizarre quand même. Et donc, je demande à Kang An, qui est une amie, qui est vraiment une personne très, très calée, très pointue sur la cuisine vietnamienne. Elle, pour le coup, elle est vraiment née là-bas et tout. Et elle fait beaucoup de recherches pour appuyer ses travaux. Et je lui dis, mais est-ce que le Vietnam a évolué et que moi, la recette que j'ai, c'est la recette des années 70. Est-ce que, maintenant, en 2020, ça a évolué et les gens rajoutent du citron vert? Et elle me dit, non, mais j'ai jamais entendu parler de ce truc-là et tout. Et donc, ça m'irrite. Et je me dis, mais c'est quoi cette réappropriation où des gens se permettent de parler de notre plat à notre place? Et ça m'a tellement irritée que je me suis dit, moi, je vais faire ma vidéo de ma recette de thit kho. Donc, je la fais dans mon coin. J'en parle pas du tout à mon ami.
Et je lui envoie la vidéo une fois qu'elle est montée, que je l'ai finalisée. Et là, ma copine me dit, elle me fait le plus beau des compliments. Elle me dit, mais enfin, une recette de trick crock comme le faisaient mes grands-mères. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il faut que je continue à faire ça, quoi. Ouais, et c'est génial. Et effectivement, moi, je l'ai faite, ta recette, suite à ta vidéo. Elle est inratable et elle est excellente. Enfin, c'est incroyable. Et t'es vraiment une très, très bonne cuisinière. Et souvent, justement, je me demande, est-ce que tu veux pas faire des pop-up ou partager un peu ta cuisine, puisque vraiment, je trouve que tu es très fidèle aux recettes traditionnelles vietnamiennes et que tu les cuisines, mais très, très bien. Ouais, pleine de goût, de texture. Enfin, c'est... Moi, je cuisine parce que je déteste mal manger. Vraiment, ça me met dans une rogne pas possible si je mange mal. Mais j'aime pas le fait de cuisiner pour cuisiner, en fait. J'adore faire plaisir. J'aime que les gens se régalent quand ils viennent manger chez moi. Mais faire ranger le bordel après, faire la vaisselle, ça me saoule. Donc, en fait, moi, ma passion, c'est plus de transmettre, de partager. Mais c'est pas vraiment cuisiner pour cuisiner, quoi. Ouais, je comprends. Dommage. Dommage pour les auditeurs. Hein. Moi, je pourrais toujours venir chez toi, mais... Et du coup, pour les petites questions, justement, de la fin, est-ce que tu as des regrets sur ce que tu as fait ou pas fait pendant ton parcours ? Franchement, j'ai la chance d'avoir eu des rêves en tête et d'avoir toujours réussi à les réaliser. Voilà, adolescente, je voulais être chef de projet chez L'Oréal, je l'ai fait. Et quand j'ai quitté L'Oréal, je rêvais d'être photographe culinaire, de vivre de ça. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, j'ai la chance que professionnellement, en fait, j'ai réussi à atteindre tous mes rêves. Après, je sais pas, est-ce que j'aurais essayé de faire des choses différemment ? Non, je crois pas. Hein. Et tu vois ça vraiment comme de la chance ? Je pense qu'il y a un mélange de chance et de détermination aussi. Ouais. Je pense que et de travail. Je pense que je suis quand même quelqu'un qui a un caractère assez trempé. Et qu'après, je pense qu'on vit aussi à une époque où il y a plein de choses qui sont possibles. Peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, ça aurait été plus compliqué. Mais aujourd'hui, voilà, tout est tellement ouvert. On a tellement moyen d'apprendre par plein de canaux différents que je pense que c'est plus réalisable, quoi. Et justement, le podcast s'adresse aussi aux gens qui aimeraient écouter leur peur, mais qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils ont trop de peur. Quel conseil tu leur donnerais, en fait, pour oser, pour y aller ? Je leur dirais d'essayer de se lancer, de faire déjà les choses un peu dans leur coin. Pour la photo culinaire, finalement, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'être à côté d'une fenêtre. On peut même commencer à shooter avec un iPhone si on veut. Et en fait, faut juste oser. En fait, faut juste expérimenter, se lancer et puis croire en soi. Déjà s'entourer de gens qui peuvent t'élever. Et puis voilà, faire petit à petit des petits pas. Je pense qu'on peut pas du jour au lendemain passer de 0 à 100, mais faut essayer de faire chaque jour. Moi, par exemple, je shoote quasiment tous les jours, en fait, et je shoote tout ce que je mange. Donc, vraiment, c'est très rare que je touche pas mon appareil plus de 2 jours, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc du quotidien, et c'est comme ça que j'apprends. Ouais, c'est la pratique et faire. Exactement. Et j'aurais une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais si à côté de toi, il y avait la petite Aurore de 10 ans ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais de ne pas avoir peur. Je lui dirais d'avoir confiance en elle. Et je lui dirais que t'inquiète pas, tu vas y arriver. Génial. Merci beaucoup, Aurore, pour ce partage. J'espère que ça aura inspiré beaucoup de gens à se lancer et à te suivre. Et à très bientôt sur ton compte Insta. Et qui sait, sur plein d'autres projets dans les restaurants. Merci Aurore. Merci. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.